ce personnage, Jules Molina, Guillaume Blanc, plutôt méconnu, disons-le, du grand public en France, mais aussi en Algérie. On ne le connaît pas forcément. Qui est-il ? Alors en fait, c'est vraiment le héros ordinaire, anonyme, typique. Donc ses grands-parents sont des Espagnols qui ont émigré milieu 19e siècle en Algérie. Et donc ses parents et lui sont nés à Pérego, Mohammedia aujourd'hui, au sud d'Oran. Or, il a grandi dans ce village, petite ville qu'on appelait le Petit Moscou, un milieu ouvrier, très tôt devenu communiste. Et en fait, il a participé à la Seconde Guerre mondiale, comme tout le monde, dans le corps expéditionnaire. Et puis, un engagement communiste dès les années 50 qui l'amène en fait à adhérer au PCA, le Parti communiste algérien, et à diriger l'imprimerie du parti. C'est là où il rencontre Henri Alleg, notamment, qui va devenir un de ses grands amis. Un outil névralgique dans le combat pour l'indépendance. Exactement. PCA qui s'est rallié tardivement, comme tout le monde, mais quand même plus tôt que les autres, à la cause indépendantiste, ce qui vaudra à Molina de se faire capturer par la DST, torturer, puis jeter en prison pendant 1 an. Prison où il rencontre en fait les futurs dirigeants du FLN. Et, par exemple comme Rabah Bitat, par exemple, qui allait être un ministre d'État dès le gouvernement Boumedienne. Et puis, pendant la guerre, il continue, après 1 an de prison, disons une petite activité clandestine de soutien à l'indépendance. Et après, en fait, il déchirera ses papiers d'identité français, il aura la nationalité algérienne et il dirigera des entreprises comme la Société nationale des eaux minérales. Et il restera en Algérie jusqu'en 89, où il rentrera en France. Justement, il ira en France. À contre-cœur ? Oui, à contre-cœur, on devine, alors que sa femme, Sylvie, elle, voulait rejoindre ses enfants qui étaient en France. Lui, il aurait sûrement voulu rester, mais il y a aussi le contexte des fin des années 80 en Algérie, où probablement sa vie aurait été menacée. Donc c'est à contre-cœur qu'il est parti vivre en France. Rappelez-nous ce contexte à la fin des années 1980. La décennie noire, où finalement, en fait, dans le tournant libéral qu'avait opéré Chadli, on avait aussi les maquis islamistes qui prenaient le pouvoir, avec la politisation de l'islam à ce moment-là, et donc des vagues d'attentats contre des Européens, mais aussi contre des Algériens, ce qui allait mener à la décennie noire des années 90. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'à travers le destin, le parcours de cet homme, tout vole en éclats, en tout cas les visions simplificatrices de cette page de l'histoire franco-algérienne. Oui, on voit vraiment que le parcours de Molina, c'est comme celui de beaucoup d'autres, ça nous montre bien sûr que la colonisation était une organisation évidente de l'injustice, mais on peut voir qu'il y avait des trajectoires individuelles, comme la sienne, où il s'est rallié à l'indépendance, quoique tardivement, mais quand même dès la fin des années 40. Et puis, des liens personnels et affectueux et amicaux avec des dirigeants du FLN. Et puis, même après, on voit aussi que derrière le discours très hégémonique du FLN qui réprimait des communistes, en fait l'État parti s'appuyait aussi sur les communistes qu'il réprimait. Donc au lieu de cette vision qui met dos à dos des Européens, des Algériens, le FLN, les communistes, maintenant on voit ce qui nous manque le plus dans notre époque actuelle, qu'il y a de la complexité en fait. Et vous ne serez sans doute pas là aujourd'hui si 20 ans plus tard, 20 ans après son retour en France à la veille de sa mort, il n'avait rédigé ses mémoires et s'il ne les avait transférés à sa famille. Les voici donc accompagnés de réflexions historiques et d'entretiens que vous avez menés auprès de ses proches. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ses mémoires ? Quel regard porte-t-il sur sa vie ? En fait, c'est davantage la sobriété de ses mémoires qui est vraiment déconcertante. Il n'y a pas ni de glorification de l'État algérien, ni de diabolisation de la colonisation française. Pour quelqu'un qui s'est fait quand même torturer par la DST, on aurait pu s'y attendre. En fait, ce qui est marquant dans ses mémoires, c'est l'humanisme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais cessé de ses 20 ans jusqu'à sa mort, et il l'écrit dans ses mémoires, à se battre pour un monde plus juste. Communiste nationaliste, communiste indépendantiste, mais communiste universel. Voilà. Dans le contexte, il a été communiste nationaliste, internationaliste, mais en fait, humaniste, c'est une des paroles de son fils, Paul Molina, c'est l'humanisme, le fil directeur de la vie de Julot, comme l'appelaient ses proches. Julot, justement, comme l'appelait notamment Henri Alleg, journaliste, membre du Parti communiste français, auteur de La Question sur la torture. C'est le livre qui a révélé au grand jour la torture en Algérie. On le voit à l'image avec lui. Quel rapport entretenait-il ? Alors en fait, ils se sont rencontrés en Algérie, donc dans les années 50, via le PCA, le Parti communiste algérien.
À la différence près, après, qu'ils n'ont pas été en prison au même moment. Alleg a été emprisonné 1 an après. Puis Alleg, lui, a été envoyé en prison ensuite à Rennes, dont il s'est évadé. Et c'est surtout qu'Alleg a été persona non grata en Algérie après le coup d'État de Boumedienne en 65. Mais Julot l'a retrouvé à Massy-Palaiseau en 89 et sont devenus d'encore plus grands amis. Et ils militaient tous les deux au PCF dans les années 90, mais en trouvant que le PCF avait pris un tournant libéral que eux refusaient d'admettre. Mais donc, ils ont milité tous les deux jusqu'au bout. Et dans le livre, il y a le petit témoignage d'Henri Alleg qui a prononcé un discours à l'enterrement de Julot en 2009. Ouais. Où d'ailleurs, il salue le visage humain ainsi que l'incarnait donc cet homme, Jules Molina. Juste, comment est-ce que vous avez exhumé cette histoire en quelques mots? En fait, on le doit à Marion Isvy, qui est la petite fille de Jules Molina, et en fait, avec qui on a été à l'université ensemble pendant 5 ans, et qui, de fil en aiguille, m'a dit il y a ses mémoires, et donc je le remercie encore. Voilà. Et en Algérie, il est connu? Non, il n'est pas très connu, ni par les historiens, mais comme beaucoup d'autres militants, en fait, algériens ou européens. Le paradoxe, méconnus. C'est un peu cynique, je voudrais pas tomber là-dedans, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Maurice Audin. S'il avait été tué sous la torture, peut-être qu'il serait entré dans la postérité. Oui, exactement. Mais c'est bien entendu ce qu'on ne souhaite pas à cet homme qui nous a quittés en 2009. Mais c'était les mêmes sphères, voilà. Ouais,